Bonsoir belle âme, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Le village de Piedraska était un hameau perdu au cœur d'une vallée aride entourée de montagnes rocheuses dont les sommets pelés se découpaient contre un ciel implacablement bleu. 47 maisons de pierre blanche aux toits de tuiles rouges s'agglutinaient autour d'une place centrale où trônait une fontaine depuis longtemps tarie. 183 âmes vivaient là, enracinées dans cette terre sèche par des générations d'habitude et de résignation. Personne ne se souvenait exactement quand la pluie avait cessé de tomber. Les plus anciens du village, ceux qui avaient dépassé les 80 ans et dont la mémoire remontait loin dans le passé, parlaient vaguement d'un temps où l'eau tombait du ciel, mais ces souvenirs étaient si flous, si fragmentés, qu'ils ressemblaient davantage à des rêves qu'à des réalités vécues. Étaient-ce il y a 50 ans? 70? Un siècle peut-être? Personne ne savait vraiment. Le temps avait cette manière étrange de se diluer dans l'uniformité des jours identiques. Ce qui était certain, c'était que depuis aussi loin que remontait la mémoire collective vivante, le ciel de Piedraska était resté d'un bleu impitoyable, sans le moindre nuage pour en adoucir la dureté. Le soleil se levait chaque matin à l'est, traçait son arc immuable dans le ciel, et se couchait à l'ouest dans une explosion de couleurs orangées qui aurait été belle si elle n'avait pas été aussi désespérément prévisible. Jour après jour, mois après mois, année après année, le même cycle se répétait sans la moindre variation, sans le moindre espoir de changement. Les toits des maisons étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière ocre qui s'accumulait depuis des décennies. Cette poussière s'insinuait partout, dans les moindres interstices, entre les tuiles, sous les portes, dans les placards soigneusement fermés. Les habitants avaient renoncé à lutter contre elle. Ils la balayaient machinalement de leur seuil chaque matin, sachant parfaitement qu'elle reviendrait le lendemain, portée par le vent sec qui soufflait depuis les montagnes. L'eau était devenue la préoccupation centrale, obsédante, de toute existence à Piedraska. Le puits principal du village, creusé selon la légende par les fondateurs il y a 3 siècles, s'enfonçait à plus de 100 mètres dans les entrailles de la terre. Autrefois, racontaient les anciens, il débordait d'une eau fraîche et abondante qui alimentait la fontaine de la place et permettait à chacun de puiser librement. Mais maintenant, le niveau avait tellement baissé qu'il fallait descendre un seau attaché à une corde de 90 mètres pour atteindre la nappe souterraine qui elle-même s'amenuisait inexorablement. L'eau était rationnée avec une rigueur impitoyable. Chaque famille avait droit à 2 seaux par jour, pas un de plus. Un seau pour boire et cuisiner, un seau pour tout le reste. Il n'était plus question de se laver quotidiennement, encore moins de laver les vêtements plus d'une fois par mois. Les jardins avaient disparu depuis longtemps, incapables de survivre avec les quelques gouttes parcimonieuses qu'on pouvait leur consacrer. Seuls quelques oliviers centenaires aux racines profondes continuaient de produire, obstinément, leurs fruits ratatinés mais précieux. Les habitants de Piedraska avaient développé au fil du temps une relation particulière avec cette sécheresse éternelle. Ce n'était plus de la colère qu'ils ressentaient, ni même vraiment de la tristesse. C'était plutôt une forme de résignation profonde, teintée d'une mélancolie sourde qui imprégnait chaque geste, chaque parole, chaque regard. Ils vivaient dans l'attente, mais une attente sans espoir véritable, comme on attend quelque chose qu'on sait ne jamais devoir arriver. On ne parlait presque plus de la pluie. C'était devenu un sujet tabou, non par interdiction explicite mais par une forme de consensus tacite. À quoi bon ressasser ce qui ne viendrait jamais ? À quoi bon se torturer avec des souvenirs incertains et des espoirs vains? Il valait mieux accepter la réalité telle qu'elle était et s'y adapter du mieux possible. Les enfants grandissaient sans avoir jamais connu autre chose que ce ciel implacablement bleu. Pour eux, l'idée même de l'eau tombant du ciel semblait aussi fantastique et irréelle que les contes de fées que les grands-mères racontaient au coin du feu. Quand les anciens évoquaient parfois la pluie, les enfants écoutaient poliment mais avec ce regard légèrement distrait qu'on porte aux histoires manifestement inventées, aux légendes qui n'ont aucun ancrage dans la réalité tangible. C'est dans ce contexte que vivait Matteo, un garçon de 11 ans aux grands yeux noirs et aux cheveux ébouriffés couleur de terre sèche.
Il était le fils unique de Teresa et Miguel, des paysans qui possédaient quelques oliviers à la périphérie du village et survivaient en vendant leur huile au village voisin, légèrement moins frappé par la sécheresse. Matteo était un enfant étrange, du moins c'est ainsi que le considéraient la plupart des villageois. Il avait cette habitude déconcertante de passer des heures entières à fixer le ciel, la tête renversée en arrière, les yeux plissés contre le soleil, comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Qu'est-ce que tu regardes, Matteo ?» lui demandait-on parfois. « Le ciel, » répondait-il invariablement. « Mais il n'y a rien à voir dans le ciel, juste du bleu. »« Aujourd'hui oui, » répliquait-il avec un sourire énigmatique. « Mais demain, peut-être pas. » Cette réponse exaspérait les adultes et amusait les autres enfants qui le considéraient comme un peu simple d'esprit ou du moins excessivement rêveur. Matteo ne s'en formalisait pas. Il continuait ses observations célestes avec une patience et une constance que rien ne semblait pouvoir ébranler. Sa fascination pour le ciel avait commencé 3 ans auparavant, le jour de ses 8 ans. Sa grand-mère Catalina, alors âgée de 86 ans et dans les derniers mois de sa vie, l'avait appelé près d'elle. Catalina était l'une des plus anciennes du village, une femme aux yeux d'un gris délavé qui avait cette qualité particulière de sembler voir au-delà des apparences, dans les profondeurs cachées des choses. « Viens t'asseoir près de moi, petit », avait-elle dit de sa voix éraillée. « Je veux te raconter quelque chose avant de partir. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne d'autre parce que je savais qu'il se moquerait ou penserait que je perdais la tête. » Matteo s'était assis, captivé par le ton solennel de sa grand-mère. « Quand j'étais petite, avait-elle commencé, ma propre grand-mère, que tu n'as jamais connue, m'a raconté quelque chose. Elle m'a dit qu'autrefois, il y a très longtemps, le ciel n'était pas toujours bleu. Parfois, des nuages le recouvraient, de grandes masses grises et blanches qui bougeaient et changeaient de forme. Et de ces nuages tombait de l'eau. De l'eau qui tombait du ciel comme une bénédiction, qui remplissait les puits, qui faisait verdir les champs, qui lavait la poussière et rafraîchissait l'air. » Elle avait marqué une pause, ses yeux perdus dans des souvenirs qui n'étaient même pas les siens mais ceux d'une autre, transmis à travers les générations comme un trésor fragile. « Je ne sais pas si c'est vrai, » avait-elle continué. « Je n'ai jamais vu la pluie de mes propres yeux. Mais ma grand-mère le croyait. Et elle m'a fait promettre de transmettre cette histoire, de ne pas la laisser mourir. Parce que, disait-elle, si nous oublions complètement la pluie, si nous cessons même d'y croire, alors elle ne reviendra jamais. Mais si quelqu'un continue d'espérer, de regarder le ciel en attendant, alors peut-être, un jour, le miracle se produira. » Elle avait posé sa main noueuse sur celle de Matteo. « Je te confie cette histoire, mon petit. Garde-la précieusement. Continue de regarder le ciel. Continue d'espérer ce que tout le monde a cessé d'espérer. Sois le gardien de cette mémoire et de cet espoir. Promets-le-moi. » Matteo, impressionné par la gravité de sa grand-mère, avait promis sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il s'engageait à faire. Catalina était morte 2 semaines plus tard, et Matteo s'était retrouvé seul dépositaire d'un secret, d'une mission qu'il prenait très au sérieux même si personne d'autre ne la comprenait. Depuis lors, il observait le ciel. Chaque jour, plusieurs fois par jour, il levait les yeux et scrutait cette immensité bleue, cherchant le moindre signe de changement, le plus petit indice que sa grand-mère avait eu raison, que la pluie existait vraiment et qu'elle pourrait revenir. Les autres enfants avaient cessé de l'inviter à leur jeu. Les adultes secouaient la tête en le voyant passer, murmurant qu'il perdait son temps, qu'il ferait mieux d'aider ses parents au champ ou d'apprendre un métier utile plutôt que de rêvasser en contemplant le vide. Mais Matteo persistait. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il sentait au plus profond de lui que sa grand-mère avait dit vrai. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui résonnait en lui comme une vérité fondamentale. La pluie avait existé. Elle pouvait revenir. Il suffisait d'y croire suffisamment fort, de maintenir vivante cette flamme d'espoir que tous les autres avaient laissé s'éteindre. Chaque soir, après avoir aidé ses parents à leurs tâches quotidiennes, Matteo grimpait sur la colline qui dominait le village à l'est. C'était une ascension ardue, une pente raide couverte de pierres et de broussailles desséchées, mais Matteo la connaissait par cœur maintenant. Au sommet se dressait un vieux chêne solitaire,
miraculeusement encore vivant malgré la sécheresse, ses racines devant plonger jusqu'à des profondeurs inimaginables pour trouver l'eau nécessaire à sa survie. Matteo s'asseyait sous ce chêne, adossé à son tronc rugueux, et regardait le ciel changer de couleur à mesure que le soleil déclinait. Et là, dans la solitude du crépuscule, il parlait. Il parlait au ciel, au vent, aux montagnes, à tout ce qui pourrait l'entendre. Il racontait sa journée, ses observations, ses espoirs. Et il demandait, encore et encore, avec une patience inlassable, que la pluie revienne. « Juste une goutte », murmurait-il au vent. « Juste une seule goutte pour montrer que c'est possible, que ma grand-mère ne s'est pas trompée, que l'espoir n'est pas vain. S'il te plaît, ô ciel, ô nuage qui existe quelque part même si je ne peux pas te voir, entends-moi. Nous avons besoin de toi. Le village se meurt de soif. Les gens ont oublié comment espérer. Mais moi, je n'ai pas oublié. Moi, je continue d'attendre. Alors s'il te plaît, viens. Reviens vers nous. » Les mois passèrent, puis les années. Matteo eut 12 ans, puis 13. Son rituel quotidien ne changeait jamais. Lever les yeux vers le ciel. Grimper sur la colline. Parler au vent. Espérer malgré tout. Les gens du village avaient fini par s'habituer à cette excentricité. C'était devenu une sorte de blague locale, presque affectueuse dans son ton moqueur. « Matteo et ses nuages », disait-il en souriant. Le garçon qui veut faire pleuvoir par la seule force de sa volonté. Ses parents s'inquiétaient parfois. « Tu devrais penser à ton avenir, Matteo », disait sa mère. « Tu ne peux pas passer ta vie à regarder le ciel. Il faut apprendre un métier, penser à te marier un jour, à avoir une famille. » Matteo hochait la tête respectueusement mais ne changeait rien à ses habitudes. Comment pouvait-il expliquer à sa mère qu'il accomplissait quelque chose d'essentiel, qu'il maintenait vivant un espoir sans lequel le village mourrait non pas de soif physique mais de désespoir spirituel? Le puits principal continuait de s'assécher. Le niveau de l'eau baissait imperceptiblement mais inexorablement, centimètre par centimètre, mois après mois. Le conseil du village se réunissait régulièrement pour discuter de solutions. Creuser un nouveau puits plus profond? Rationner encore davantage l'eau? Envoyer des émissaires dans les villages voisins pour négocier des livraisons? Ou peut-être, suggestion de plus en plus fréquente, abandonner Piedrasca et émigrer vers des régions moins arides? Cette dernière option divisait profondément les villageois. Les jeunes, pour la plupart, y étaient favorables. Ils ne voyaient aucun avenir dans ce village condamné, aucune raison de s'accrocher à une terre qui refusait de les nourrir. Mais les anciens résistaient farouchement. Piedrasca était leur maison, le lieu où reposaient leurs ancêtres, où s'enracinait leur identité. Partir, c'était trahir tout cela, c'était accepter la défaite définitive. Ces débats se prolongeaient pendant des heures, tournant en rond sans jamais aboutir à une décision claire. Et pendant ce temps, le ciel restait désespérément bleu, jour après jour, mois après mois, année après année. Puis vint le jour où tout changea. C'était un matin d'avril, 3 ans et demi après que Matteo ait commencé son rituel d'observation céleste. Il avait maintenant 14 ans, presque 15, à la frontière entre l'enfance et l'adolescence. Il s'était levé avant l'aube comme toujours, avait aidé son père à soigner les oliviers, puis était monté sur sa colline pour son observation matinale. Il s'assit sous le chêne, leva les yeux vers le ciel, et se figea. Là, à l'horizon occidental, quelque chose était différent. Le bleu implacable n'était plus uniforme. Il y avait quelque chose d'autre, une zone plus pâle, presque blanche, qui semblait se déployer lentement comme un voile. Matteo cligna des yeux, certain d'halluciner. Mais non, c'était toujours là. Cette chose étrange, inconnue, qui grandissait à vue d'œil. Des nuages. C'étaient des nuages. Le cœur de Matteo se mit à battre si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ses mains tremblaient. Il se leva d'un bond, les yeux fixés sur ce phénomène extraordinaire. Les nuages, car c'était bien cela, s'approchaient lentement, portés par un vent qu'il sentait maintenant sur son visage, un vent différent du vent sec habituel, un vent chargé d'humidité,
porteur d'une odeur qu'il ne connaissait pas mais qui lui semblait merveilleuse. Il descendit la colline en courant, trébuchant sur les pierres, se rattrapant de justesse, criant à tue-tête. Des nuages! Des nuages! Regardez le ciel! Les nuages arrivent! Les premiers villageois qu'il croisa le regardèrent avec inquiétude, pensant qu'il avait perdu la raison sous l'effet de la chaleur. Mais Matteo ne s'arrêta pas, il continua de courir vers la place centrale, continuant de crier son message incroyable. Peu à peu, intrigués malgré eux, les gens sortirent de leur maison, levèrent les yeux, et virent. Un murmure parcourut la foule qui s'assemblait rapidement. Les plus anciens, ceux qui avaient encore des souvenirs flous transmis par leurs propres grands-parents, sentirent quelque chose remuer dans leur mémoire. C'est comme dans les histoires, murmura quelqu'un. Les nuages. Les vrais nuages. En l'espace d'une heure, tout le village se retrouva rassemblé sur la place. 183 paires d'yeux fixés sur le ciel qui changeaient d'apparence pour la première fois depuis que le plus ancien d'entre eux était né. Les nuages continuaient d'avancer, de se multiplier, de s'épaissir. Le bleu implacable disparaissait progressivement derrière un voile gris de plus en plus dense. Le vent se levait, de plus en plus fort. Il portait maintenant une fraîcheur inconnue, presque choquante après tant d'années de chaleur sèche ininterrompue. Les gens frissonnaient. Pas de froid vraiment mais d'une émotion si intense qu'elle se traduisait physiquement. Matteo se tenait au centre de la place, le visage levé vers le ciel, des larmes coulant librement sur ses joues. « Elle arrive » murmurait-il. « Comme ma grand-mère l'a dit. Comme j'ai toujours su qu'elle viendrait. La pluie arrive. » Les nuages étaient maintenant directement au-dessus du village, une masse grise et mouvante qui bloquait complètement le soleil. Une pénombre étrange, presque inquiétante pour ceux qui n'avaient jamais connu que la lumière crue du soleil, enveloppa Piedrasca. Le vent hurla entre les maisons, soulevant des tourbillons de poussière. Un grondement sourd se fit entendre au loin, roulant depuis les montagnes. « Qu'est-ce que c'est » demanda un enfant, effrayé. « Le tonnerre » répondit un ancien, la voix tremblante. « Le tonnerre qui annonce la pluie. » Et puis, dans un moment de silence absolu où même le vent sembla retenir son souffle, la première goutte tomba. Elle atterrit sur le front de Matteo, qui se trouvait toujours au centre de la place. Une goutte unique, parfaite, fraîche et miraculeuse. Matteo la sentit couler sur son visage, mêlant son humidité à celle de ses larmes. Il tendit les mains vers le ciel, paumes ouvertes, dans un geste d'accueil et de gratitude. Puis une deuxième goutte tomba. Puis une troisième. Puis 10, puis 100, puis 1000. En quelques secondes, ce qui avait commencé comme un léger crachin se transforma en une pluie véritable, dense, généreuse, qui tombait du ciel comme une bénédiction longtemps attendue. Le village explosa en cris, en rires, en pleurs. Les gens levaient les bras vers le ciel, tournaient sur eux-mêmes, se prenaient dans les bras les uns des autres. Certains tombaient à genoux, submergés par l'émotion. D'autres dansaient, exécutant des pas maladroits de joie pure. Les enfants couraient dans tous les sens, bouche ouverte pour attraper les gouttes, riant aux éclats de cette sensation nouvelle et merveilleuse de l'eau tombant sur leur peau. La pluie continua de tomber. Pas une averse brève et frustrante, mais une pluie longue, patiente, qui s'installa pour des heures. Elle lavait la poussière accumulée sur les toits, transformant l'ocre en rouge vif. Elle formait des ruisseaux dans les rues, emportant avec eux des décennies de saleté et de désespoir. Elle remplissait la fontaine de la place qui, pour la première fois de mémoire vivante, débordait d'eau claire et fraîche. Elle s'infiltrait dans la terre assoiffée, descendant profondément, cherchant les racines desséchées pour leur apporter la vie. Matteo restait immobile au centre de tout ce chaos joyeux, le visage levé vers le ciel, laissant la pluie le tremper complètement. Ses vêtements collaient à sa peau, ses cheveux dégoulinaient, mais il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Il avait eu raison. Sa grand-mère avait eu raison. L'espoir n'avait pas été vain. Quelqu'un le saisit par les épaules. C'était Don Rodrigo, le maire du village, un homme de 60 ans au visage buriné qui avait toujours été sceptique face aux rêveries de Matteo. Mais maintenant, ses yeux brillaient de larmes.
Tu avais raison, garçon, dit-il d'une voix étranglée. Pendant tout ce temps, tu avais raison. Tu as continué d'espérer quand nous avions tous abandonné. Tu as gardé vivante la mémoire de la pluie. Et elle est revenue. D'autres villageois se pressèrent autour de Matteo, le touchant, le remerciant, comme s'il était personnellement responsable de ce miracle. Matteo secoua la tête, gêné par cette attention. « Ce n'est pas moi, dit-il. C'est ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à regarder le ciel, à ne jamais cesser d'espérer. C'est elle qui m'a confié cette mission de maintenir vivante la mémoire de la pluie. Sans elle, j'aurais été comme vous tous, résigné et sans espoir. » La pluie tombait toujours. Les heures passaient, et elle ne montrait aucun signe de faiblesse. Le puits principal, dont le niveau avait baissé si dangereusement, commençait déjà à se remplir. Les citernes installées sous chaque maison pour récupérer l'eau du toit, inutilisée depuis des générations, débordaient d'une eau pure et fraîche. La terre elle-même semblait soupirer de soulagement, s'ouvrant avidement pour absorber cette bénédiction tant attendue. Quand la nuit tomba, la pluie continuait. Les villageois se réfugièrent finalement dans leurs maisons, épuisés par l'émotion et l'excitation de la journée. Mais personne ne dormit vraiment. Ils restaient éveillés, écoutant le son merveilleux de la pluie sur les toits, ce bruit qu'aucun d'entre eux n'avait jamais entendu auparavant mais qui leur semblait étrangement familier, comme un souvenir ancestral inscrit dans leurs gènes. Matteo, lui, grimpa sur sa colline malgré la pluie battante. Il s'assit sous son chêne, maintenant ruisselant d'eau, et regarda les gouttes tomber, éclairées par les éclairs qui zébraient régulièrement le ciel. « Merci, grand-mère » murmura-t-il dans le vacarme de la tempête. « Merci de m'avoir appris à espérer. Merci de m'avoir confié cette mission. Tu avais raison. La pluie est revenue. Et elle est revenue parce que quelqu'un a continué d'y croire. » La pluie tomba pendant 3 jours et 3 nuits. Quand elle s'arrêta enfin, Piedrasca était transformée. L'eau jaillissait de la fontaine centrale en un jet joyeux. Les puits débordaient. Les citernes étaient pleines. Et dans les champs, timidement d'abord puis avec plus de vigueur, des pousses vertes commençaient à percer la terre, des graines dormantes depuis des décennies qui attendaient juste ce moment pour éclore. Les semaines suivantes virent le village renaître littéralement. Les jardins potagers reprirent vie. Les arbres fruitiers qui avaient survécu en état de dormance quasi totale explosèrent en fleurs et en feuillage. L'herbe poussa, transformant les collines brunes en tapis verdoyants. Des oiseaux qui n'avaient jamais été vus à Piedrasca arrivèrent, attirés par cette eau et cette verdure nouvelle. Des insectes bourdonnaient. Des papillons dansaient entre les fleurs sauvages qui parsemaient soudain les champs. Et la pluie revint régulièrement. Pas aussi abondamment que lors de cette première tempête miraculeuse, mais suffisamment pour maintenir la vie, pour assurer que le cauchemar de la sécheresse éternelle était vraiment terminé. Les nuages devinrent une présence familière dans le ciel, changeant constamment de forme, apportant tantôt la pluie, tantôt juste l'ombre bienvenue qui tempérait l'ardeur du soleil. Le village prospéra. Les récoltes furent abondantes. Les jeunes qui avaient parlé de partir changèrent d'avis, voyant maintenant un avenir possible dans ce lieu qu'ils avaient cru condamné. Des familles revinrent, celles qui étaient parties quelques années auparavant pour chercher une vie meilleure ailleurs mais qui, entendant parler du miracle de Piedrasca, décidèrent de rentrer chez elles. Matteo devint une légende vivante. On l'appelait le garçon qui avait fait revenir la pluie, même si lui-même protestait toujours qu'il n'avait rien fait d'autre qu'espérer et regarder le ciel. Sa histoire se répandit dans les villages voisins, puis dans les villes plus lointaines. Des gens venaient de loin pour le rencontrer, pour entendre de sa bouche comment il avait maintenu vivant un espoir que tous les autres avaient abandonné. Mais Matteo restait humble. « Je n'ai rien fait de spécial », disait-il à ceux qui venaient l'interroger. « J'ai juste refusé d'oublier. J'ai juste continué de croire en quelque chose que ma grand-mère m'avait transmis. L'espoir, c'est tout ce que j'avais. Mais parfois, l'espoir d'une seule personne suffit pour changer le destin d'un village entier. » Les années passèrent. Matteo grandit, devint un jeune homme, puis un homme mûr. Il se maria, eut des enfants à qui il raconta l'histoire de sa grand-mère Catalina,
de son attente patiente, de sa foi inébranlable. Il leur apprit à regarder le ciel, non plus dans l'attente désespérée que la pluie revienne, mais dans la gratitude pour sa présence constante. Il continua sa tradition de grimper sur la colline chaque soir, même quand ses articulations commencèrent à le faire souffrir, même quand ses cheveux devinrent gris, même quand il eut besoin d'une canne pour faire l'ascension. Il s'asseyait sous le vieux chêne, maintenant majestueux et verdoyant, et parlait à sa grand-mère, là où qu'elle soit, lui racontant comment le village prospérait, comment les gens n'avaient plus peur de manquer d'eau, comment l'espoir qu'elle lui avait transmis avait littéralement sauvé Piedraska. Et quand il fut lui-même vieux, très vieux, sentant que son temps approchait de sa fin, il appela près de lui sa petite fille préférée, une fillette de 8 ans aux grands yeux noirs qui lui ressemblaient tant. « Viens t'asseoir près de moi, petite, dit-il. Je veux te raconter quelque chose. Une histoire que ma grand-mère m'a racontée quand j'avais ton âge, et que je veux maintenant te transmettre. » Et il lui raconta tout. L'histoire de Catalina qui avait préservé la mémoire de la pluie à travers les générations. Sa propre quête patiente, son observation quotidienne du ciel, sa foi inébranlable malgré les moqueries et le scepticisme. Le jour miraculeux où les nuages étaient enfin revenus, où la première goutte était tombée, où tout avait changé. La leçon de cette histoire, dit-il en tenant les petites mains de sa petite fille dans les siennes, ridées et tachées par le soleil, c'est que l'espoir a un pouvoir réel. Pas un pouvoir magique, pas la capacité de faire apparaître des miracles par la seule force de la volonté. Mais l'espoir nous maintient vivants. Il nous empêche de nous résigner complètement, de nous laisser consumer par le désespoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la possibilité. Car le monde change, les cycles se répètent, et ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir réalité demain. Il marqua une pause, caressant doucement les cheveux de l'enfant. Mais il faut que quelqu'un maintienne cet espoir vivant. Il faut que quelqu'un continue de regarder vers l'horizon même quand tout le monde a baissé les yeux. C'est ce que ma grand-mère a fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour notre village. Et maintenant, je te confie cette mission à toi aussi. La petite fille le regarda avec des yeux ronds. Mais grand-père, la pluie tombe maintenant. Nous n'avons plus besoin d'espérer qu'elle revienne. Matteo sourit avec tendresse. C'est vrai, ma chérie. Mais il y aura d'autres choses à espérer. D'autres impossibilités qui sembleront insurmontables. D'autres moments où tout le monde aura abandonné sauf un. Et c'est ce un qui fera la différence. Promets-moi que tu seras toujours celle qui continue d'espérer, qui refuse d'abandonner, qui garde vivante la flamme même dans la nuit la plus noire. Promets-le-moi. La petite fille, impressionnée par la solennité de son grand-père, promit avec sérieux. Et Matteo sut que la chaîne continuerait, que l'héritage de Catalina passerait à une nouvelle génération, que l'espoir ne mourrait pas avec lui. Il mourut paisiblement quelques semaines plus tard, dans son sommeil, avec un léger sourire sur les lèvres. Tout le village se rassembla pour ses funérailles. On l'enterra au sommet de la colline, près du vieux chêne qui avait été le témoin silencieux de ses veilles nocturnes. Et ce jour-là, comme si l'univers lui-même rendait hommage, il plut doucement, une pluie fine et douce qui semblait bénir la terre fraîchement retournée. Les années continuèrent de passer. Piedraska prospéra, devenant connu dans toute la région pour ses récoltes abondantes, ses jardins luxuriants, ses sources d'eau claire. Mais plus que cela, le village devint connu pour son histoire, pour la légende du garçon qui avait refusé de cesser d'espérer et qui, par sa foi obstinée, avait changé le destin de tous. Des voyageurs venaient de loin pour visiter Piedraska, pour entendre l'histoire de Matteo racontée par les anciens, pour grimper sur la colline et s'asseoir sous le vieux chêne où il avait passé tant de soirées. Beaucoup repartaient transformés, emportant avec eux la leçon simple mais profonde, l'espoir a un pouvoir. Non pas parce qu'il change magiquement la réalité, mais parce qu'il change notre relation à cette réalité, notre capacité à persévérer, à continuer de chercher même quand tout semble perdu. La fontaine de la place centrale fut ornée d'une plaque commémorative. Elle portait une inscription simple mais éloquente, en mémoire de Matteo, qui a continué de regarder le ciel quand tous les autres avaient baissé les yeux. Il nous a enseigné que même dans les endroits où tout semble impossible, l'espoir d'une seule personne peut changer un destin entier.
Et chaque génération d'enfants de Piedraska grandissait en entendant cette histoire. Elle devenait partie intégrante de leur identité, de leur compréhension de ce que signifie vivre dans ce village. Ils apprenaient que leurs grands-parents avaient connu un temps sans pluie, un temps de désespoir et de résignation. Mais ils apprenaient aussi qu'une personne, un seul garçon têtu et rêveur, avait refusé cette résignation et avait maintenu vivante une flamme d'espoir qui, ultimement, avait permis au miracle de se produire. Certains, en entendant cette histoire, se demandaient, est-ce vraiment l'espoir de Matteo qui avait fait revenir la pluie? Ou était-ce simplement un changement climatique naturel, un cycle qui s'était achevé et renouvelé indépendamment de ce qu'un garçon pouvait penser ou espérer? La question était débattue parfois, surtout par les esprits rationnels qui cherchaient des explications scientifiques à tout. Mais les anciens, ceux qui avaient vécu ces événements, secouaient la tête face à ces discussions. Vous ne comprenez pas, disaient-ils. Peut-être que la pluie serait revenue de toute façon. Peut-être que les cycles climatiques suivent leurs propres lois que nous ne contrôlons pas. Mais ce que Matteo a fait, c'est nous empêcher de mourir avant que ce cycle ne se renouvelle. Sans son espoir, sans sa foi qui nous rappelait constamment que le changement était possible, nous aurions tous abandonné. Nous aurions quitté le village, laissé mourir Piedraska. Et quand la pluie serait revenue, il n'y aurait eu personne ici pour en bénéficier. C'est ça, le vrai miracle de Matteo. Il nous a maintenus vivants, ensemble, assez longtemps pour que nous puissions voir le changement se produire. Cette explication satisfaisait la plupart des gens, car elle touchait à une vérité plus profonde que la simple question de savoir si l'espoir pouvait littéralement contrôler la météo. Elle parlait du pouvoir de l'espoir à nous donner la force de persévérer à travers les temps difficiles, à maintenir notre humanité et notre dignité même face à l'adversité apparemment insurmontable. Les décennies passèrent, puis les siècles. Piedraska changea, se modernisa, grandit. Mais l'histoire de Matteo resta, transmise fidèlement de génération en génération. Elle était enseignée aux enfants à l'école. Elle était racontée lors des veillées familiales. Elle était commémorée lors d'un festival annuel qui avait lieu le jour où la première pluie était tombée, maintenant célébré comme le jour le plus important du calendrier du village. Et quelque chose de remarquable se produisit au fil du temps. L'histoire de Matteo devint plus qu'une simple légende locale. Elle devint une sorte de philosophie de vie, un principe directeur pour la communauté. Face à n'importe quel défi, à n'importe quelle difficulté qui semblait insurmontable, les gens de Piedraska se rappelaient l'histoire du garçon qui avait regardé le ciel. Et ils se disaient, si Matteo a pu maintenir l'espoir pendant des années face à un ciel implacablement bleu, nous pouvons maintenir l'espoir face à ce défi. Si l'espoir d'une seule personne a pu changer le destin d'un village entier, alors notre espoir collectif peut certainement surmonter cet obstacle. Cette mentalité donna au village une résilience remarquable. Quand une épidémie frappa la région, Piedraska fut l'un des rares villages à ne pas perdre espoir et à continuer de se battre, sauvant ainsi de nombreuses vies. Quand une crise économique dévasta les communautés environnantes, Piedraska trouva des solutions créatives, refusant d'abandonner, et émergea finalement plus forte. Quand des conflits menaçaient de diviser la communauté, les gens se rappelaient qu'ils étaient les descendants de ceux qui avaient survécu grâce à l'espoir d'un seul garçon, et ils trouvaient des moyens de se réconcilier plutôt que de se déchirer. L'espoir devint ainsi plus qu'une simple émotion ou un vœu pieux. Il devint une pratique active, une discipline. Comme Matteo avait grimpé sur sa colline chaque soir pour parler au vent et regarder le ciel, les gens de Piedraska développèrent leur propre rituel pour maintenir l'espoir vivant. Ils se réunissaient régulièrement pour partager leurs rêves et leurs aspirations. Ils créèrent une tradition où une fois par mois, chacun était invité à exprimer publiquement un espoir, peu importe à quel point il pouvait sembler impossible. Et la communauté entière s'engageait à soutenir cet espoir, à chercher des moyens de le réaliser. Cette pratique produisit des résultats étonnants. Des choses qui avaient semblé impossibles se réalisaient parce que quelqu'un avait osé les espérer publiquement et que d'autres avaient décidé de les soutenir. Un jeune homme avait exprimé l'espoir de construire une école qui offrirait une éducation gratuite à tous les enfants du village et des environs. Cela semblait financièrement impossible,
Mais la communauté s'était mobilisée, chacun contribuant ce qu'il pouvait, et en 3 ans l'école était devenue réalité. Une femme avait exprimé l'espoir de créer un hôpital pour soigner les malades qui autrement devaient voyager pendant des heures pour recevoir des soins. Le projet semblait trop ambitieux, mais grâce aux efforts collectifs et à quelques dons généreux d'anciens résidents du village qui avaient réussi ailleurs, l'hôpital fut construit. Piedraska devint ainsi connu non seulement pour son histoire miraculeuse, mais aussi pour être un endroit où les rêves se réalisaient, où l'impossible devenait possible, où l'espoir n'était pas juste une parole vide mais une force réelle qui transformait la réalité. Des chercheurs vinrent étudier ce phénomène. Des sociologues, des psychologues, des anthropologues, tous fascinés par cette communauté qui semblait avoir découvert quelque chose de fondamental sur la nature humaine et le pouvoir de la croyance collective. Leurs études confirmèrent ce que les habitants de Piedraska savaient intuitivement, qu'une communauté unie par l'espoir et la détermination pouvait accomplir des choses extraordinaires, que la foi en la possibilité du changement créait souvent les conditions mêmes qui permettaient à ce changement de se produire. Mais au-delà des analyses académiques, au-delà des explications rationnelles, il y avait quelque chose de plus simple et de plus profond qui se transmettait à Piedraska. C'était la compréhension qu'aucune nuit n'est si noire qu'elle ne puisse contenir la promesse de l'aube, qu'aucune sécheresse n'est si absolue qu'elle ne puisse être suivie par la pluie, qu'aucune situation n'est si désespérée qu'elle ne puisse être transformée par l'espoir obstiné d'une seule personne qui refuse d'abandonner. Et au sommet de la colline, le vieux chêne continuait de croître, ses branches maintenant si larges qu'elles offraient de l'ombre à des dizaines de personnes. Sous cet arbre, là où Matteo avait passé tant de soirées à parler au vent et à regarder le ciel, un banc de pierre avait été installé. Les gens venaient s'y asseoir quand ils avaient besoin de se rappeler cette leçon fondamentale, quand ils sentaient leur propre espoir vaciller, quand ils avaient besoin de puiser dans la force de cette histoire qui était maintenant tissée dans l'âme même du village. Et parfois, tard le soir, quand le village dormait et que la lune brillait dans le ciel, on pouvait voir une silhouette solitaire grimper la colline et s'asseoir sous le chêne. C'était la descendante de Matteo, maintenant âgée elle-même, continuant la tradition qu'il avait commencée, maintenant vivante la flamme de l'espoir qu'il avait reçue de sa grand-mère Catalina. Elle s'asseyait là, regardait le ciel étoilé, et parlait doucement, remerciant pour la pluie qui tombait régulièrement, pour la prospérité du village, pour la leçon que son ancêtre avait enseignée à tous. Et quand elle redescendait vers le village, elle portait avec elle la certitude que tant qu'il y aurait quelqu'un pour grimper cette colline, pour regarder le ciel, pour maintenir vivant l'espoir contre toute logique et toute évidence, Piedraska continuerait de prospérer. Car l'histoire n'était pas vraiment celle d'un miracle météorologique. C'était l'histoire de la résilience humaine, de la capacité extraordinaire que nous avons de croire en un avenir meilleur même quand tout semble indiquer le contraire, et du pouvoir mystérieux mais réel de cette foi à changer le cours des événements. Le village où il ne pleuvait jamais n'existait plus. À sa place se trouvait Piedraska, un village verdoyant et prospère où la pluie tombait régulièrement, où les jardins fleurissaient, où l'eau jaillissait des fontaines. Mais plus important encore, c'était un village où l'espoir vivait, ancré dans la mémoire collective, transmis de génération en génération, rappelant à tous que même dans les endroits où tout semble impossible, l'espoir d'une seule personne peut changer un destin entier. Et cette leçon, simple mais profonde, continuait de résonner bien au-delà des frontières de Piedraska, touchant tous ceux qui entendaient l'histoire du garçon têtu qui avait refusé de cesser de regarder le ciel, et qui, par sa foi obstinée, avait ramené la pluie dans un village qu'il avait oublié. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Matteo l'a découvert, l'espoir n'est jamais vain. Même quand tout semble perdu, même quand la situation paraît désespérée, même quand tu es le seul à croire encore que le changement est possible, continue d'espérer. Continue de regarder vers l'horizon. Continue de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Car l'espoir a un pouvoir réel. Il ne change peut-être pas la réalité par magie, mais il te donne la force de persévérer jusqu'à ce que le changement arrive naturellement. Il maintient vivante la flamme qui empêche l'obscurité de tout envahir. Et parfois, contre toute attente, l'espoir d'une seule personne suffit pour changer le destin de tous. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta propre foi, de tes propres rêves, de ton propre refus d'abandonner.
Tu pourrais être celui ou celle qui fait la différence. Prends soin de toi, garde l'espoir vivant dans ton cœur, et n'oublie jamais de lever les yeux vers le ciel. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et l'inspiration. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.